Écrire un film, c'est compliqué. Rien que d'arriver à une première version de scénario, ça demande de la persévérance. Si jamais vous avez la chance de pouvoir faire lire votre première version à des personnes autour de vous, leur réaction est au mieux encourageante, au pire un peu circonspecte, voire totalement confuse. À partir de là, il vous faut donc réécrire encore et encore, avec à chaque fois l'espoir d'émouvoir votre lecteur ou lectrice, qu'il ou elle s'intéresse à votre protagoniste, qu'il ou elle le comprenne et soit tellement pris dans l'histoire qu'il ou elle en oublierait presque d'aller chercher ses enfants à l'école. Dans la réalité, la déception face à une première version confuse et peu engageante est bien souvent le découragement. En tout cas, ça a longtemps été le cas pour moi. Et ça l'est d'ailleurs parfois encore. Je me dis que mon histoire n'avait sans doute pas le potentiel que je lui rêvais, et qu'il vaudrait mieux soit passer à une autre histoire quand je suis dans un bon jour, soit tout simplement abandonner l'écriture. Là, c'est quand je suis dans un moins bon jour. Dans ce podcast, je vais vous livrer une astuce de scénariste. Une astuce qui m'a fallu pas mal de temps pour comprendre. Pourtant, vous allez voir qu'elle est assez simple. Cette astuce peut tout à fait être un excellent point de départ pour donner de la cohérence et du focus à une première version. De la même façon qu'elle peut vous servir de déclencheur pour une réécriture. Pour une réécriture aussi, et pour une réécriture, etc. Si vous êtes familier de l'écriture de scénario, et même si vous l'êtes moins d'ailleurs, vous avez sans doute entendu parler de l'élément déclencheur, ou de l'événement déclencheur, ou encore de l'appel de l'aventure. Bref, plusieurs noms pour un moment absolument clé d'une histoire. Évidemment, le but de ce podcast n'est pas de vous expliquer ce qu'est l'élément déclencheur, même si je vais redéfinir dans quelques instants ce qu'est l'élément déclencheur. Non, il s'agit de voir ensemble comment l'élément déclencheur contient, à mon sens, la clé, une des clés de votre histoire. Car dans la façon dont votre protagoniste appréhende l'élément déclencheur découle potentiellement tout le reste de votre histoire. En comprenant cela, vous pourrez peut-être donner enfin à votre scénario une direction claire, une direction nette et précise qui rendra l'écriture un peu plus fluide. Oui, je vends mon astuce un peu comme le Saint Graal, c'est limite racoleur certes, mais bon, c'est ma première vidéo, premier podcast, faut bien que j'appâte un peu le chaland, hein. Bon, donc petite définition rapide de ce qu'est l'élément déclencheur. Quand une histoire commence, le spectateur, la spectatrice découvre votre ou vos personnages. Il les découvre dans ce que j'appellerais une situation ordinaire. Dans Toy Story, et je vais réutiliser cet exemple par la suite, au début on fait la connaissance de Woody et des autres jouets de la chambre d'Andy dans une situation que je qualifie d'ordinaire, dans le sens où on peut facilement imaginer que cette situation se produit, sinon quotidiennement, au moins régulièrement. Si vous avez vu Toy Story, vous savez a priori de quoi je parle, c'est-à-dire qu'on découvre Andy qui joue avec Woody, qui lui donne le rôle du shérif, le rôle du héros, de celui qui sauve la bergère et ses moutons et les autres habitants de cette ville imaginaire qui ressemble à une ville de western. L'élément déclencheur, c'est donc ce que je définirais comme un dérèglement dans cette quotidienneté. Ici, dans Toy Story, l'arrivée de Buzz constitue une forte rupture entre l'avant et l'après, et l'histoire va donc démarrer à partir de là. Toute la suite de Toy Story et des aventures de Woody seront conditionnées par l'arrivée du nouveau jouet Buzz. L'histoire bascule alors dans ce que j'appelle la situation d'aventure. Par aventure, je tiens à préciser que je n'entends pas uniquement aventure au sens d'une aventure extraordinaire, hors de notre ordinaire collectif. Le passage entre une situation ordinaire et une situation d'aventure peut tout à fait se passer dans un appartement que l'on ne quitte jamais, entre un bureau et une salle de réunion. Bref, je pense que vous comprenez l'idée. Une situation d'aventure, c'est une situation qui rompt avec la quotidienneté du protagoniste.
Une fois, pendant un cours de dramaturgie que je donnais, une étudiante m'a posé une question. Elle m'a demandé si, dans un film de zombies par exemple, si l'histoire commence alors que l'épidémie a déjà commencé, voire s'est installée depuis longtemps, est-ce qu'on peut alors parler de situation d'aventure? Dans la mesure où les personnages sont déjà plongés dans un monde qui rompt radicalement avec l'ordinaire au sens général. En fait, il ne faut pas confondre l'ordinaire, la quotidienneté dans laquelle nous sont présentés des personnages, et l'ordinaire contemporain. Même dans une histoire qui commencerait alors qu'une épidémie de zombies s'est déclarée il y a 15 jours, 3 mois ou 15 ans, peu importe, les personnages ont toutes et tous leur propre quotidienneté. Dans le cas d'une apocalypse zombie, on peut tout à fait imaginer rencontrer des personnages en recherche d'un abri, de nourriture ou encore d'autres survivants. On peut aussi les imaginer ayant déjà un abri, étant seuls ou plusieurs, etc., etc. Il y a plein de cas de figure, mais tous ces exemples sont potentiellement la situation ordinaire d'un protagoniste. Encore une fois, l'élément déclencheur va venir créer une rupture dans cette situation. Celui qui a trouvé un abri pourra être dérangé par l'arrivée d'un second personnage ayant besoin d'aide ou voulant lui voler ce qu'il a. De la même façon qu'un personnage en recherche de quelque chose connaîtra une rupture dans son ordinaire en rencontrant un autre personnage qui lui fournit une nouvelle information. On peut tout imaginer. Et tout cela m'amène précisément au point dont je veux parler dans cette vidéo podcast. Est-ce que vous avez remarqué que dans les exemples que je viens de donner, comment à chaque fois la réaction du personnage au dérèglement peut tout à fait varier du tout au tout? Comment une rencontre pour quelqu'un qui recherche un abri peut potentiellement être une opportunité ou un problème? Comment quelqu'un qui voit débarquer un autre personnage dans sa situation ordinaire peut là aussi représenter aussi bien une opportunité qu'un problème. Quand je dis opportunité ou problème, qu'on s'entende bien, je parle depuis le point de vue du personnage. La question, c'est donc de savoir, du point de vue du protagoniste, l'élément déclencheur représente-t-il une opportunité ou représente-t-il un problème? Dans son livre L'anatomie du scénario, John Truby désigne 7 étapes clés dans la structuration narrative d'un récit. Une de ces étapes est ce qu'il appelle le désir. Il dit: une fois les faiblesses et besoins déterminés, vous devez pourvoir votre héros d'un désir. Le désir, c'est ce que votre héros souhaite obtenir, son objectif dans l'histoire. Pour le public, l'histoire ne devient intéressante que lorsque le désir entre en jeu. Dites-vous que le désir est la piste que le public suivra pas à pas. Le désir est la force conductrice de l'histoire, la ligne à laquelle tout le reste est suspendu. Première parenthèse, notez qu'il dit que le désir du protagoniste doit venir après avoir déterminé ses faiblesses et besoins. Personnellement, j'ai tendance à penser l'inverse. Le désir du protagoniste est selon moi ce qui va déterminer ses faiblesses et besoins. Je ne vais pas m'étendre là-dessus maintenant. Si jamais ces vidéos, ces podcasts venaient à marcher, peut-être que j'en reparlerai dans le futur, on verra. Je voudrais faire une seconde parenthèse. Il parle de héros et non de protagoniste. Je crois que les mots ont de l'importance et héros et protagoniste sont, selon moi, deux choses assez différentes. Un héros désigne un archétype de personnage avec des caractéristiques bien précises, notamment le sens du sacrifice. Un protagoniste n'est pas forcément un héros. Prenez Walter White dans Breaking Bad par exemple. On ne peut pas tellement parler de héros. Toute la série n'a de cesse de nous montrer comment il pervertit la notion de sacrifice à des fins égoïstes. Il a beau répéter qu'il fait ce qu'il fait pour mettre sa famille à l'abri, les auteurs et autrices de Breaking Bad sont sans ambiguïté. Il agit par pur égoïsme afin de réparer une blessure de son ego. On ne peut donc pas parler de héros dans le cas de Walter White,
Pourtant, il s'agit bien d'un protagoniste qui a un désir au début de l'histoire. Troisième parenthèse, qui n'en est pas vraiment une puisque je vais enchaîner à partir de cette troisième parenthèse, John Truby mélange dans cette phrase désir et objectif. Pourtant, c'est absolument essentiel de séparer ces deux éléments. Alors, j'imagine que la traduction dans les trois parenthèses que je viens de faire n'aide pas, mais quand même, ça me semble important de le préciser. Qu'est-ce que le désir d'un protagoniste? Le désir, c'est ce qu'il veut, ce qu'il désire donc, avant l'élément déclencheur. Et qu'est-ce que l'objectif? C'est ce que veut atteindre le protagoniste suite à l'élément déclencheur. C'est-à-dire que si tout va bien dans l'histoire, l'objectif est censé permettre au protagoniste d'obtenir son désir. Reprenons l'exemple du survivant d'une apocalypse zombie. Lorsque l'on rencontre ce protagoniste, il a un désir. Il ne sait pas s'il est le dernier homme sur Terre ou s'il existe quelque part un havre de paix ou si simplement, si quelqu'un d'autre comme lui erre sur Terre quelque part seul. Il se déplace ainsi d'endroit en endroit, tentant d'éviter les attaques de zombies. Toujours à la recherche d'autres survivants, ou du moins d'indices qui le conduiraient à d'autres survivants. Son désir est donc clair. Il veut trouver d'autres survivants. Sauf que jusqu'à maintenant, ses recherches ont été peu fructueuses, voire nulles. Au cours de l'une de ses excursions, il tombe sur une radio. Bonjour cliché, qui émet un message en continu invitant tout survivant à se rendre à tel endroit, mettons au sommet d'une montagne par exemple. Trouver la radio est donc l'élément déclencheur puisque ça crée une rupture dans la situation ordinaire du protagoniste. À partir de là, il va partir à l'aventure avec pour objectif de se rendre au sommet de la montagne. Y arrivera-t-il? Et si oui, y trouvera-t-il ce qu'il espère? Suspense. Dans cet exemple, trouver une radio représente de manière assez évidente une opportunité pour le protagoniste. Une opportunité d'obtenir ce qu'il désire, soit trouver des survivants encore une fois. Voyons une seconde configuration maintenant. Une protagoniste vit avec sa famille, ils sont retranchés dans un supermarché alors que dehors, une horde de zombies erre dans les rues. Avec cette famille, ils ont réussi jusqu'à maintenant à trouver un équilibre. Ils ont suffisamment de provisions pour pouvoir survivre encore au moins quelques années. Peut-être même qu'ils ont installé un système de potager et que depuis quelques mois, ce système produit des fruits et légumes. Bref, ils sont quasi autosuffisants. L'équilibre est précaire, mais si chacun joue le jeu, alors il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Notre protagoniste ne cherche rien de particulier, sinon que rien ne change. Quel est alors le désir de la protagoniste dans cet exemple? Cette protagoniste a ce que j'appellerais un désir de conservation. Ce qu'elle veut, c'est que rien ne change. Alors que dans l'exemple précédent, le protagoniste avait ce que j'appelle un désir de progression. Admettons que cette protagoniste voit débarquer un survivant qui serait aux abois. Ce survivant découvre ce que la famille a construit et les supplie de pouvoir rester avec eux. Il leur promet de ne pas être un poids, au contraire, il se rendra utile. Est-ce que, du point de vue de cette protagoniste, cette arrivée est une opportunité ou un problème? A priori, c'est un problème. Celui-ci, ce survivant, menace l'équilibre qu'elle et sa famille ont réussi à trouver. C'est une bouche potentiellement à nourrir en plus, et ils ne peuvent avoir qu'une confiance très limitée en lui. Alors quand je dis problème, c'est là que ça devient intéressant et que chaque histoire peut offrir des variations uniques. Peut-être que, compte tenu des idéaux de solidarité de cette protagoniste, cette arrivée la met face à un dilemme. Elle hésite à le faire entrer. Pour autant, ça n'en est pas moins un problème de son point de vue. Ou alors la peur est trop forte. Elle refuse, mais regrette rapidement son geste et doit vivre avec les conséquences. Là encore, l'arrivée du survivant reste un problème du point de vue de la protagoniste. La décision qu'elle va prendre va évidemment déterminer la suite de votre histoire.
et elle sera tout à fait différente selon la décision qu'elle prend donc. Pour autant, la façon qu'elle a de réagir face à l'élément déclencheur nous indique quel type de désir est-ce qu'elle avait. Soit un désir de conservation, soit un désir de progression. Je tiens à préciser quelque chose quand même, qui est qu'un personnage, un protagoniste, peut sembler avoir plusieurs désirs. Pour autant, vous allez avoir besoin d'un désir plus fort que les autres, et c'est surtout à ce désir-là que l'élément déclencheur va devoir répondre. Imaginons la même protagoniste, dans la même situation, mais l'arrivée d'un survivant représente une opportunité pour elle. Comment est-ce possible? Eh bien, on pourrait avoir vu dans le premier acte, avant l'élément déclencheur, qu'avec son mari, il s'oppose, a priori encore relativement gentiment, sur la question de la solidarité avec les autres survivants. Elle pense que ce serait la chose morale à faire que d'accueillir les survivants qui sont encore là dehors. Le mari, lui, pense que le danger est trop grand et il refuse. Si la femme ne serait pas contre garder sa situation, pour autant sa croyance en la solidarité l'amène à penser que la situation ordinaire dans laquelle elle est contient une injustice. Elle veut donc améliorer la situation, la sienne comme celle des autres. Le mari, lui, est clairement dans un désir de conservation. Ils vont a priori s'opposer de plus en plus fortement au cours de l'histoire. En fait, je pense qu'il y a quelque chose d'essentiel à comprendre dans un désir de conservation. Un personnage, un protagoniste, estime que les choses sont plutôt bonnes comme elles sont, telles qu'elles sont, ou du moins sont moins pires que ce qu'elles pourraient être. Il ne ressent pas d'injustice, ou alors il peut ressentir de l'injustice, mais il a trop à perdre pour se révolter contre cette injustice. Dans un désir de progression, je pense qu'un personnage, quand on le rencontre au début, estime qu'il existe des injustices dans le monde, ou que sa situation personnelle n'est pas à la hauteur de ce qu'il pense qu'elle devrait être. En tout cas, il a un sentiment d'injustice, qu'il soit individuel, qu'il soit collectif, peu importe. Ce personnage aimerait changer les injustices dans le monde. Revenons à notre exemple de femmes et d'hommes qui s'opposent sur la question de la solidarité. Vous pourrez, au moment où vous développerez l'histoire, donner soit raison à la femme, vous pourrez soit donner raison au mari. Dire, oui, la femme a raison de faire primer la valeur solidarité, alors que le mari a tort, lui, de se renfermer, finalement, de prôner, faire primer une valeur d'intolérance, même si probablement qu'il ne le formulerait pas sous des atours d'intolérance, plutôt sous des atours de protéger sa famille, quelque chose comme ça. Donc vous pouvez aussi donner raison au mari. Film de droite. Si vous donnez raison au mari, peut-être que dans votre histoire, vous voulez raconter que c'est bien beau de faire confiance aux autres, de prôner la solidarité, mais quand on est trop bon, on est trop con et on risque de se faire avoir. Bon, c'est une possibilité. Encore une fois, on est plus sur une histoire un peu, disons, conservatrice. À voir. Donc les possibilités, encore une fois, sont infinies, hein. Vous pouvez donner raison à la femme, mais faire gagner le mari dans une fin amère dans laquelle il abandonnerait sa femme et le survivant. Vous pouvez donner raison au mari dans un retournement de situation dans lequel on apprend que le survivant
comploter pour, faire rentrer ses amis, des parasites qui, vont tout détruire. Bref, vous l'aurez compris, les variations sont absolument infinies. Et ça peut paraître un peu bateau finalement. Bah oui, l'élément déclencheur est en lien avec le désir. Ouais, mais ce que je constate dans mon travail comme dans celui des autres, c'est qu'il est parfois très difficile de déterminer le désir du protagoniste. En général, l'auteur ou l'autrice débutante, voire même parfois confirmée, ne sait pas lui-même ou elle-même dire quel est le désir de son protagoniste. Difficile alors pour les spectateurs et spectatrices de s'accrocher à l'histoire. Si il ou elle ne savent pas ce que le personnage veut, ils ou elles vont avoir du mal à s'intéresser au protagoniste, vont avoir du mal à avoir le sentiment de où va l'histoire et risquent de décrocher assez vite ou de sortir de la séance en disant bah je sais pas trop ce que j'ai vu, j'ai pas trop compris ce qui se passait et je me suis fait un peu chier au final. Bon, vous voyez l'idée quoi. Le désir, c'est selon moi donc l'élément le plus basique de la caractérisation d'un personnage. D'autres éléments entrent en compte quand on parle de caractérisation, évidemment, mais là encore, on en parlera peut-être une prochaine fois, mais voilà, le désir, bah, tant que vous ne l'avez pas déterminé pour votre personnage, ah, ça va être embêtant. Le désir, comme l'a dit Truby, va donc conduire l'histoire, il va être son moteur. Le désir, ce sera l'enjeu derrière le fait d'atteindre ou pas l'objectif. Et on l'a vu, le désir mis en opposition avec un désir divergent, un désir opposant, c'est ce qui va donner du sens à l'histoire. Je dirais même le sens de l'histoire. Et le sens d'une histoire, c'est votre boussole. Sans elle, vous risquez de vous perdre dans un océan de possibilités. Je vais illustrer mon propos avec plusieurs exemples dans des films du répertoire populaire. Peut-être que ce sera un peu plus parlant, j'espère. On a donc évoqué Toy Story tout à l'heure. Dans Toy Story, l'arrivée de Buzz est-elle un problème ou une opportunité pour Woody? Un problème, évidemment. Quel est alors le désir de Woody? Pourquoi est-ce que l'arrivée de Buzz est un problème pour Woody? Parce que Woody veut conserver son statut de numéro 1, à la fois dans le cœur d'Andy, mais aussi dans la hiérarchie des jouets. Tout le début du film nous montre à quel point Woody est heureux d'être le numéro 1, le jouet préféré. Donc Woody va essayer de se débarrasser de Buzz. En tout cas, c'est le choix que font les scénaristes de Toy Story. Ils disent, voilà, Woody est numéro 1. Il veut garder cette place de numéro 1, même si quand on le voit, il ne voit pas spécialement de menace. Mais voilà, on va lui ramener une menace. Et comment est-ce qu'il va réagir? Il va réagir par la jalousie. Il va réagir par la peur de perdre ce qu'il avait. Donc Woody, encore une fois, va essayer de se débarrasser de Buzz et il va plus ou moins y parvenir. Pour autant, les auteurs et autrices de Toy Story vont lui donner un nouvel objectif après qu'il ait réussi à se débarrasser de Buzz. Ses compagnons et compagnonnes se rendent compte de ce qu'il a fait et ils le rejettent. Ils rejettent Woody. Woody perd tout à cause de son égoïsme, à cause de sa jalousie. À partir de là, son objectif sera de ramener Buzz à la maison. Cet objectif doit lui permettre de retrouver, sinon sa place de numéro 1, au moins une place parmi les jouets. Woody était donc motivé par un désir de conservation. Un désir que je dirais, que j'appellerais motivé, un désir motivé par le mensonge de l'histoire. Woody croyait, il avait cette croyance, même inconsciente, que sa valeur tenait, que sa valeur tient dans le fait d'être numéro 1, d'être le préféré. Son aventure va le conduire à changer de croyance. Le sens de l'histoire, c'est donc de dire qu'il faut accepter de partager l'amour. D'aucuns diraient qu'il s'agit là d'une allégorie sur l'arrivée d'un deuxième enfant dans une famille et peut-être la difficulté pour les enfants, pour les aînés, les enfants seuls, de partager l'amour de leurs parents avec ce nouvel arrivant. Autre exemple de désir de conservation,
Dans Barbie de Greta Gerwig, nous découvrons au début Barbieland, encore une fois, là aussi, un paradis pour Barbie et pour toutes les autres Barbies. Un paradis où toutes les Barbies, ou presque, quelques petits indices sont laissés par-ci par-là sur le fait que peut-être ce ne serait pas aussi absolument parfait que ce que les Barbies voudraient croire, mais bref, c'est un peu hors sujet. Donc un paradis où toutes les Barbies, encore une fois, ou presque, sont à égalité. Barbie est bien heureuse. Comme Woody, elle est bien heureuse. Elle le dit même lors de la soirée danse. Elle dit « J'espère que cet état, cette joie durera pour toujours ». Barbie a donc, encore une fois, comme Woody, un désir de conservation. Elle estime que sa situation est parfaite. Elle ne ressent aucune espèce de sentiment d'injustice. Vraiment, elle vit sa meilleure vie dans le meilleur des mondes. L'élément déclencheur prend la forme alors d'une pensée de mort. Est-ce un problème ou une opportunité pour Barbie ? Normalement, si vous avez suivi, vous l'avez compris, c'est bien un problème pour Barbie. Cette pensée de mort menace son équilibre. Elle se retrouve face à la possibilité de tout perdre, ou en tout cas que les choses ne restent pas aussi parfaites qu'elles l'ont été depuis toujours. Comme Woody, ce désir est motivé par un mensonge. Quel est le mensonge de Barbie ? Le mensonge de Barbie, celui qu'elle se raconte. Encore une fois, peut-être que c'est conscient, peut-être que c'est plus inconscient. A priori, il semblerait que ce soit plutôt inconscient. Ce mensonge, c'est celui de croire qu'il est souhaitable, que rien ne change absolument jamais, que les choses restent figées à tout jamais, encore une fois, dans une joie permanente. Une croyance un peu enfantine, en somme. Son aventure va la conduire à changer de désir et à vouloir devenir humaine, malgré les désavantages que cela comporte, comme la cellulite et surtout la mort. Barbie doit donc sortir de l'enfance pour devenir adulte. On aurait pu tout à fait imaginer rencontrer Barbie avec un désir de progression. Il existe un monde dans lequel Greta Gerwig et son co-scénariste Noah Baumbach ont conçu Barbie avec le désir de partir de Barbieland. Avec dès le début de l'histoire l'intuition qu'il y a potentiellement quelque chose de mieux ailleurs. Et là encore, la suite de l'histoire déterminerait son sens. Dans cette version, Barbie découvrirait que le monde réel est trop cruel et qu'il vaut mieux rester à Barbieland. Ou bien, dans une autre configuration, l'histoire viendrait valider le désir de Barbie de s'extirper de Barbieland, un peu comme dans Truman Show, par exemple. Encore une fois, les possibilités sont multiples. Dans les deux exemples que je viens de donner, le désir de conservation est donc motivé par le mensonge de l'histoire. Les personnages ne veulent pas de changement et, a priori, ont tort de ne pas vouloir de changement. Selon les auteurs ou autrices, qu'on s'entende bien. On reparlera, j'espère peut-être, de mensonges et vérité de l'histoire. Peut-être que c'est une notion qui n'est pas nouvelle pour vous, peut-être que ça l'est. Je pense que ça a besoin d'être précisé parce que voilà, là je vous parle de mensonges, vérité de l'histoire selon les auteurs, autrices. Bon, qu'est-ce que c'est ? Mais je crois qu'il faut garder en tête que quand je parle de vérité et de mensonge, ceux-ci sont absolument déterminés par les auteurs et autrices selon ce qu'ils ou elles veulent raconter. C'est une précision importante. J'ai la croyance qu'une histoire est conduite, encore une fois, peut-être consciemment, peut-être des fois plus inconsciemment, par une croyance de l'auteur-autrice. Il veut dire quelque chose du monde. Il veut dire il vaut mieux vivre sa vie comme si. Il vaut mieux se comporter avec les gens comme si. Il vaut mieux ne pas se comporter avec les gens comme ça, etc., etc. Avec toutes les possibilités que ça comporte. C'est vraiment ça qui est au cœur de l'histoire. C'est vraiment
ce que veut raconter son auteur, son autrice, ses auteurs, ses autrices, s'ils sont plusieurs, s'ils ont réussi à se mettre d'accord sur quoi raconter, c'est une autre histoire. Et donc à partir de là, je pense que pour créer du sens, c'est par l'opposition entre la vérité et le mensonge que va naître le sens, que la vérité va pouvoir émerger. Bref, encore une fois, on en reparlera, mais ça me semblait être une précision nécessaire sur ce que j'entends par vérité et mensonge. Regardons une histoire dans laquelle le désir de conservation est motivé par la vérité. Dans Le Seigneur des Anneaux, Frodon aime sa vie simple et modeste au sein de la comté. Le film, et j'imagine les livres que je n'ai pas lus, passe un certain temps à nous montrer à quel point la vie dans la comté y est douce et joyeuse. L'arrivée de Gandalf, et surtout la mission qu'il confie à Frodon d'emmener l'anneau jusque chez les elfes, j'ai oublié le nom de la ville des elfes, c'est un truc genre Rivendell? Non, ça sonne pas bon. C'est quelque chose comme ça. Bref, je ne sais plus. Mettez-moi en commentaire. Une simple recherche Google, vous vous dites, aurait suffi. Bref, là j'ai la flemme. J'ai écrit mon texte. Revenons à nos moutons. L'arrivée de Gandalf et surtout la mission qu'il confie à Frodon d'emmener l'anneau jusque chez les elfes représente un problème pour Frodon. La vérité du Seigneur des Anneaux est simple. Le pouvoir corrompt le cœur des hommes. C'est ce que Tolkien a voulu dire à travers toute l'histoire du Seigneur des Anneaux. Chaque péripétie, chaque personnage qu'on rencontre dans le Seigneur des Anneaux est une variation sur la question du pouvoir corrupteur. La comté nous est présentée comme un lieu de modestie, un paradis dans lequel il n'y a presque pas de hiérarchie. A priori pas de hiérarchie, mais bon, il semblerait que Bilbo quand même ait une petite place un peu supérieure sur le reste. En tout cas, il domine géographiquement le reste du village. Est-ce que c'est un choix de le faire flotter au-dessus de la masse ? Bon, il n'y a presque pas de hiérarchie, en tout cas, même si Bilbo est au-dessus géographiquement, a priori, il n'a pas plus de pouvoir de décision que les autres. Bon, je ne sais pas, encore une fois, peut-être qu'il y a des subtilités dans le livre que je n'ai pas. Donc voilà, chacun vit modestement dans la comté, mais avec tout le nécessaire finalement. Il s'y exerce la solidarité, l'amitié, bref, la comté représente tout ce qu'il y a de bon dans la terre du milieu et absolument l'antithèse de tout ce à quoi Frodon va se confronter pendant son aventure. Pour autant, même si l'appel à l'aventure de Gandalf représente un problème pour Frodon, il sait que la chose altruiste à faire est de porter l'anneau. En cela, Frodon est déjà héroïque. Spoiler alerte, il le restera toute la durée des 3 épisodes. Même s'il y aura des moments de doute, Frodon ne changera jamais de croyance. Il part avec la croyance que la modestie et le fait de ne pas convoiter le pouvoir est la bonne façon de vivre. Il termine avec la même croyance. Et toute sa quête aura été une épreuve, un voyage pour valider cette bonne croyance. Et évidemment, il se confronte pendant son voyage à des personnages qui convoitent le pouvoir, que ce soit Boromir, que ce soit Gollum, et que ce soit évidemment Saruman et Sauron, évidemment. Ça a mis du temps, mais c'est revenu, Sauron, évidemment. Maintenant, regardons du côté d'un désir de progression. Au début de Matrix, des sœurs Wachowski, lorsque nous rencontrons Neo, nous apprenons très vite qu'il cherche Morpheus et qu'il cherche à savoir ce qu'est la matrice. C'est son désir. Lorsque Trinity le contacte, cela prend plutôt la forme d'une opportunité pour Neo. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Neo, même s'il y va avec un peu de méfiance, est plutôt enclin à partir à l'aventure.
Ce contact de Trinity, encore une fois, représente une opportunité qu'il attendait, qu'il espérait, qu'il recherchait, voilà. Neo voulait savoir certaines choses. On voit dans cette première séquence sur les ordinateurs des coupures de presse et on comprend que Neo est au moins curieux de qui est Morpheus et de ce qu'est la matrice. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Trinity va le titiller un petit peu en lui disant tu voudrais savoir ce qu'est la matrice, eh ben, je vais pouvoir te le dire. Donc Neo est plutôt enclin à partir à l'aventure. De la même façon, lorsque Morpheus lui laisse le choix entre la pilule bleue et la pilule rouge, Neo n'hésite pas très longtemps. Il n'hésite même pas du tout. Il veut savoir. Il veut se libérer des chaînes de l'esclavage. Il veut progresser. Alors je dis il veut se libérer des chaînes de l'esclavage, encore une fois, comme il n'a pas conscience qu'il est en esclavage, il ne peut pas le conscientiser. Il a l'intuition qu'il y a quelque chose d'autre, que la réalité, que sa réalité n'est pas la seule réalité ou n'est pas une bonne réalité. Alors, petit aparté quand même, sur cette question de mensonge et vérité dans Matrix, Neo est motivé, son désir est motivé par la vérité. Il veut savoir, il veut s'extraire de la matrice, il veut se libérer des chaînes de l'esclavage. C'est la vérité de cette histoire. Pour autant, Neo connaît quand même une certaine évolution. Mais ce n'est pas une évolution qui se situe du côté de vérité morale ou mensonge moral de l'histoire. C'est plutôt du côté d'une vérité psychologique. C'est une sorte de variation de la caractérisation des personnages. Une variation que je qualifierais de plus ténue, peut-être plus faible, oserais-je dire, qu'une caractérisation morale comme celle de Woody par exemple. Donc Neo a un défaut psychologique qui l'empêche de croire qu'il est l'élu et qui peut faire basculer la guerre contre les machines du bon côté. Son défaut psychologique, c'est un manque de confiance en lui. Neo va devoir prendre confiance en lui, ce sera là son évolution. Là encore, je reparlerai peut-être dans une prochaine vidéo de la différence entre défaut psychologique et moral à travers d'autres exemples. Défaut psychologique et moral dans la caractérisation des personnages. Ce sont des variations, des nuances qui me paraissent intéressantes à discuter. Enfin, terminons par un exemple de désir de progression motivé par le mensonge. Dans Boulevard du Crépuscule de Billy Wilder, lorsque nous rencontrons le protagoniste, Joe Gillis, nous rencontrons un scénariste aux abois, criblé de dettes, un peu comme moi. Il a donc besoin d'argent, comme moi. Et en plus de cela, il n'arrive plus à vendre un scénario, comme moi, donc il a besoin d'une solution à court terme. Lorsqu'il fait la rencontre de Norma Desmond, si vous avez vu Boulevard du Crépuscule, vous savez qui est Norma Desmond. C'est une ancienne gloire d'Hollywood, plutôt de l'époque du muet, qui vit recluse dans son manoir et qui rêve de revenir sur le devant de la scène en incarnant, dans un scénario qu'elle a écrit, en incarnant Salomé. Et du coup, quand elle rencontre Joe Gillis, elle lui propose beaucoup d'argent en échange de réécrire son scénario, beaucoup d'argent ou de l'héberger, je crois peut-être les deux. En tout cas, elle lui propose de l'entretenir en échange de la réécriture de son scénario dans l'espoir de revenir sur le devant de la scène. Joe Gillis, y voilà une opportunité. A priori, il n'y a rien de mal à vouloir de l'argent pour s'en sortir, de son point de vue. Sauf que, en fait, Joe Gillis est prêt à se corrompre pour de l'argent, pour du luxe. Sa croyance, c'est que c'est OK de se vendre en échange d'argent. Cette croyance va le conduire à sa perte. Et là, en vous disant ça, me vient comme un doute. Est-ce que le désir
de Joe Gillis est vraiment un désir de progression ou un désir de conservation? Joe Gillis ressent-il une injustice ou ressent-il une... Comment dire ça? Ou ressent-il que les choses sont plutôt à leur place, même s'il doit de l'argent, même si la situation n'est pas bonne? Il ne cherche pas à changer de croyance en réalité. Bon, c'est une vraie question. On voit à travers ça que finalement les choses sont beaucoup plus difficiles et nuancées qu'elles en ont l'air, qu'un personnage est évidemment traversé par plusieurs désirs. N'empêche qu'il semblerait quand même que le désir de Joe Gillis est comme celui de Norma Desmond, est plutôt de revenir à l'avant-plan à Hollywood, de redevenir un scénariste reconnu, de récupérer une place. Il y a plutôt quelque chose de l'ordre de l'injustice. La vie ne m'a pas donné ce que je méritais, comme Walter White. Donc en résumé, tout ça pour dire quoi? Quelle est l'astuce finalement? L'astuce, laquelle est-elle? Eh bien, prenez votre scénario. Oui, maintenant, là, tout de suite, ouvrez votre scénario et regardez quel est l'élément déclencheur de votre histoire. Du point de vue de votre protagoniste, cet élément déclencheur est-il un problème ou une opportunité? Alors, je ne veux pas entendre de oui, mais non, mais il a plusieurs désirs, nanana. Non, bref, ça je l'ai dit. A priori, votre protagoniste a un désir plus fort qu'un autre désir. Il a un désir principal plus fort que tous les autres. Et l'élément déclencheur, selon la façon dont votre personnage réagit, vous indique quel était ce désir. Quel est ce désir? Quel est ce désir plus fort que tous les autres? Donc, comment la réaction de votre protagoniste peut-elle vous renseigner sur son désir? C'est ça l'astuce. C'est ça l'essentiel. Maintenant que vous connaissez, maintenant que vous avez identifié le désir de votre protagoniste, demandez-vous, ce désir est-il motivé par la vérité ou par le mensonge de votre histoire? Peut-être que votre personnage a un désir qui semble vérité, mais peut-être que c'est la façon aussi de vouloir l'atteindre qui est mauvaise. Une histoire peut vouloir dire que l'ambition, c'est pas mal, mais quand il s'agit d'ambition qui écrase les autres, là, par contre, c'est un peu plus problématique. Si votre protagoniste a la croyance qu'il faut écraser les autres pour arriver au sommet, c'est de votre responsabilité de déterminer si cette croyance-là est bonne ou mauvaise, selon votre sensibilité moralo, philosophico, plutôt que psychologico d'ailleurs, votre sensibilité moralo-psychologico-politique. Les histoires sont politiques. Ce que vous racontez est politique. Ce que vous allez dire, ce que vous allez déterminer comme étant mensonge ou vérité, c'est profondément politique. Et oui, ça raconte quelque chose de notre humanité et de la façon dont vous estimez qu'il faut vivre ou pas. Faut-il être plutôt solidaire avec les autres, les laisser rentrer dans notre famille, quitte à accepter une certaine part de risque? Ou faut-il leur fermer la porte parce qu'on estime que le risque est trop grand et qu'on n'a pas assez pour partager? Bon, vous voyez un petit peu toutes les possibilités qui s'offrent à nous au moment d'écrire. Alors, je vais quand même revenir sur ma conclusion parce que là j'ai fait une aparté un peu en impro et que je vais avoir un peu tendance à faire ça. Donc ce que je disais, c'était que voilà, maintenant que vous connaissez le désir de votre protagoniste, demandez-vous si ce désir est motivé par la vérité ou par le mensonge de votre histoire. Et demandez-vous s'il vaut mieux pour lui et pour les autres que votre protagoniste atteigne son désir. Ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il ne l'atteigne pas? Est-ce qu'il vaut mieux qu'il se rende compte qu'il fait fausse route?
Est-ce qu'il vaut mieux qu'il se rende compte qu'il fait fausse route, mais peut-être que vous avez envie que votre protagoniste ne se rende pas compte qu'il fait fausse route et qu'il s'enfonce jusqu'au bout, jusqu'à sa destruction, la destruction des autres, la destruction de tout le monde? La réponse à cette question vous donnera le sens et la direction de votre histoire. Vous êtes absolument seul à pouvoir décider de ça. L'élément déclencheur n'est qu'un outil pour comprendre sa propre histoire.